Espagne, 16 août 2017. C'est ce jour-là que l'ingénieur Antonio Navarro, âgé de 36 ans, a été retrouvé sans vie dans le garage de son appartement, poignardé à plusieurs reprises. Une mort violente et apparemment gratuite qui a choqué le pays et qui va certainement vous choquer aussi. Pour toutes les couches de cette affaire qui est vraiment hors du commun. En moins de 6 mois, le crime a été résolu. Lorsque l'enquête a révélé des événements bizarres autour de Monsieur Navarro et que sa vie était en danger depuis longtemps déjà. Une affaire criminelle sordide dans laquelle la victime a été pratiquement oubliée parce que la presse s'est concentrée sur les meurtriers. Et dans une incroyable histoire de séduction et de sexe qui a continué même en lui. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Oui, c'est une affaire vraiment insolite, comme je l'ai dit. Préparez-vous dès maintenant, quelle que soit votre activité, pour écouter cette histoire. À la fin, partagez votre avis dans les commentaires, je veux le connaître. Surtout ce qui s'est passé ici, parce que c'est quelque chose, vous n'allez pas en croire vos yeux. Laissez un like ou un commentaire, même un emoji, ça m'aide. Si tu peux, rejoins-toi notre club de membres, tu sais que ça m'aide beaucoup ici pour les productions. Si tu ne peux pas de souci, fais-le simplement. Ce que j'ai dit aide déjà beaucoup. Un commentaire, un emoji ou un like suffit. D'accord, les messages sont passés, allons aux faits. Pour l'enquête, transcription. Aujourd'hui, on commence déjà par l'enquête de l'affaire, n'est-ce pas? Pourquoi modifier un peu l'ordre de la présentation ici? Le corps sans vie d'Antonio Navarro a été retrouvé face contre terre, dans le garage de l'immeuble où il vivait avec sa femme. Après avoir écarté le vol comme motivation du crime, l'enquête s'est élargie. Les agents de l'unité des homicides de la police nationale de Valence pensèrent que l'auteur ou les auteurs du crime attendaient la victime dans le garage. Préméditation, rien ne paraissait être une attaque aléatoire ou fortuite. Et l'analyse des conversations sur les applications de messagerie des téléphones portables des suspects a fini par révéler tout ce que la police devait savoir. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas, Abdoudos? Même si nous aimons beaucoup un certain suspense dans les récits d'affaires criminelles, malheureusement, dans ce cas-ci, cela ne va pas arriver, ce ne sera pas possible, parce qu'il n'y a pas moyen de raconter cette histoire autrement, sans révéler un peu comme ça, dès le début, ce qui se passait. D'autant plus que ceux qui, suivant les crimes réels, arrivent à flairer une supercherie de loin, n'est-ce pas? C'est ça? Alors, allons-y, mettons les choses au clair. Maria Jésus Moreno Canto. Maria, l'ingénieure assassinée, avait plusieurs polices d'assurance vie, ainsi que des assurances contre les accidents. Ainsi, bien sûr, l'enquête s'est concentrée sur Maria Jésus Moreno Canto, l'épouse de la victime, une jeune femme affectueusement appelée Magé par ses amis. Eh bien, Magé avait 26 ans. Elle était infirmière et partageait son temps entre 2 emplois, où elle a toujours été reconnue comme une professionnelle intelligente et responsable. Concernant la biographie de la veuve d'Antonio Navarro, certaines choses doivent être connues. Elle est née le 6 septembre 1986 à Alicante, une ville espagnole d'environ 350 000 habitants. Elle vient d'une famille aisée aux fortes convictions religieuses et a étudié au collège catholique Santa Maria Maddalena de Las Carmelitas. Elle était considérée comme une fille timide pendant son enfance. Au début de l'âge adulte, elle a changé. Malgré cela, sa timidité a disparu lorsqu'elle, avec ses amis, a découvert les plaisirs de la vie nocturne animée de Valence et aussi de Barcelone. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas, un pain? Vie folle! Rapidement, Magé a appris à mener une sorte de double vie. Tu sais, la gentille fille responsable? Mais de l'autre côté, ça chauffait. Derrière son visage innocent, elle cachait son vrai moi. Une personne avec un appétit sexuel insatiable, manipulatrice avec ses amants, très ambitieuse et capable de tuer. Et c'est, comme je l'ai déjà mentionné ici, Magé partageait ses heures d'infirmière entre 2 hôpitaux, Tamanizès et aussi dans une maison de repos à Toronton. Toujours considérée, comme nous l'avons vu, aussi comme une professionnelle dévouée, elle était toujours présente sur ses lieux de travail, désespérée. Elle était toujours prête à faire des doubles shifts, à faire des heures supplémentaires, vous savez, couvrant les absences éventuelles de ses collègues. Mais qu'il soit bien clair ici qu'elle était loin d'être une personne altruiste, tu vois.
Elle avait l'habitude de faire ces choses-là, d'utiliser ses horaires fous au travail, de faire des heures supplémentaires et tout ça, pour pouvoir rester hors de la maison et organiser des rendez-vous avec ses amants sans que son mari ne se doute de rien. Et tu n'as pas mal entendu, non, des amants? Normalement, une personne n'en a qu'un seul, n'est-ce pas? Mais attends de voir. En fait, elle a même fait ça la veille du meurtre d'Antonio, la toile d'une veuve noire. Les gars, je me souviens que dans un ancien témoignage, ici, dans les épisodes les plus anciens de la chaîne, on a déjà parlé de femmes qui, dans la presse, sont comparées à des araignées, les fameuses veuves noires, ces espèces qui pratiquent le cannibalisme sexuel où la femelle dévore le mâle après l'accouplement. Eh bien, en 2017, à seulement 26 ans et mariée depuis quelques mois, Madame Magé a élaboré un plan simple pour mettre fin à la vie de son mari, l'ingénieur Antoine Navarro. Son idée était de devenir une riche veuve grâce à l'héritage, aux biens que son mari possédait, aux polices d'assurance, à toutes les primes qui y étaient liées, ainsi qu'à une pension du défunt. Bien sûr, son sex appeal, son pouvoir de séduction s'est révélé très utile pour attirer dans sa toile des personnes capables de faire le sale boulot d'assassiner Antoine. Pour elle, sans qu'elle se salisse les mains. Autrement dit, elle pouvait facilement manipuler un homme pour exécuter son plan. Et Magé n'avait pas seulement une option. Comme je vous l'ai dit, elle en avait plusieurs. Plus tard, les enquêteurs de l'affaire ont révélé publiquement que la femme avait 4 amants en même temps, qu'elle voyait régulièrement. Et pour gérer toutes ces relations, en plus de son mari et de ses emplois, Maria Jesus, ou Magé, tenait un agenda très organisé. Et oui, ses aventures amoureuses lui demandaient beaucoup d'attention. La question était de savoir lequel d'entre eux, c'est-à-dire des amants, serait prêt, disposé à se transformer en assassin pour elle. Les hommes étaient les suivants. Thomas, un kinésithérapeute avec qui elle a eu une liaison pendant presque 1 an, et José, un publicitaire avec qui elle a passé la nuit précédant le meurtre. Également Sergio, un agent de la ville de Barcelone. Et Salvador, un homme de 47 ans, un collègue de travail à l'hôpital. Maniz, qui connaissait Magé depuis 2015 d'un emploi précédent. Sergio, le gardien, a qualifié Magé de prédatrice sexuelle lors de sa déposition à la police, selon cet homme. Ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit et, cette même nuit, ils ont eu des relations intimes dans un escalier et aussi dans des toilettes publiques. Tout était très chaud. Celui qui a été choisi pour exécuter le crime, cependant, c'était le naïf Salvador, décrit par les sources comme une marionnette de sa maîtresse. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Salvador était son collègue de travail. Il est à l'hôpital? Il jouait le rôle d'un esclave volontaire et passionné par les charmes sexuels de la femme. Du moins, c'est l'argument qu'a avancé sa défense lors de son procès. Magé a parlé de lui à quelques amis et de la façon dont elle s'est intéressée à ce collègue, qui était un technicien en soins infirmiers de 20 ans son aîné. Écoutez ce qu'elle a dit. Il était là, souriant, les yeux brillants, au poste de soins du 3e étage. Je l'aimais, j'étais attiré par lui, je le voulais. Son odeur, sa présence, sa mèche de cheveux tombants, son petit chapeau. Il est tombé comme un gamin devant les charmes de l'infirmière, toujours si disposé à prendre un verre avec lui après le travail. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, face à tout ça, dans ce contexte-là, au milieu d'une confusion dévastatrice, Salvador a été convaincu d'éliminer le seul obstacle à leur bonheur total, qui était le mari de sa chère maîtresse. Petit détail, Salvador était aussi marié et père d'une fille. Mais sa femme n'avait pas besoin de mourir dans ce plan, puisqu'elle n'avait rien. Il n'y aurait aucun profit à sa mort éventuelle. Ainsi, dans ce carré amoureux, et non un triangle comme c'est habituellement le cas, la personne qui devait disparaître était le pauvre Antonio Navarro. Tout a été soigneusement planifié par l'efficace Magé, qui a fourni à son amant la clé du garage, ainsi que des informations détaillées sur l'heure à laquelle la victime s'y trouverait. Salvador a donc acheté un couteau avec une lame de 15 cm de long. Sa part à lui serait donc d'attendre, bien caché entre les véhicules du garage, jusqu'au moment de surprendre sa cible. Le crime s'est produit vers 7h40. 7h40 le mercredi 16 août 2017, alors qu'Antoine Navarro montait dans sa Peugeot 208 blanche pour aller travailler.
Il a reçu 6 coups de couteau dans la poitrine, dont 4 en plein cœur, ce qui a provoqué sa mort instantanée. Mais son corps n'a été découvert par un voisin qu'aux alentours de 15h30. Le lendemain de la mort de son mari, sa veuve a parlé à Rossile, une amie qui était au courant du crime. Maintenant, allons faire la fête avec de beaux mecs, puisque je ne peux pas fêter avec mon Antonio. Qu'il repose en paix. À partir du moment où ils ont soupçonné Maria Jésus Magé, les policiers ont lancé une enquête, qui, en plus des interrogatoires et des recherches habituelles de preuves, a beaucoup investi dans les ressources technologiques. Toutes les communications ont été surveillées, non seulement par la levée du secret téléphonique, mais aussi par des écoutes mobiles. Alors, dans les jours qui ont suivi le crime, Magé et Salvador ont continué à discuter sans savoir que la police avait mis leur téléphone sur écoute. Ainsi, les enquêteurs ont découvert comment les événements se sont réellement déroulés. Ces preuves ont conduit à l'inculpation des amants comme responsables du crime. Cependant, Salvador a avoué et a assumé la responsabilité, innocentant ainsi sa bien-aimée. Ceux qui connaissaient Salvador disaient qu'il était ensorcelé. Cet amour ressemblait à une maladie, mais le remède est arrivé. Quelques mois en prison, loin des bras de Magé et quelques bons conseils de sa famille ont permis à Salvador Rodrigues de retrouver la raison et de dénoncer sa maîtresse comme la commanditaire du meurtre, comme la menteuse intellectuelle de ce crime. Avant cela, cependant, Magé a écrit 5 lettres à son amant, des correspondances qui ont été envoyées par l'intermédiaire d'autres prisonniers. Ce n'est pas qu'elle éprouvait un sentiment profond pour lui. Magé était simplement effrayée par la possibilité d'être dénoncée, alors elle devait entretenir cette petite histoire d'amour entre eux. Mais leur pacte de silence et de fidélité n'a duré que 10 mois. Car lorsque Salvador a découvert que Magé ne pouvait pas se contrôler, eh bien elle entretenait une relation avec un autre détenu à la prison de Picassante. Oui, ses yeux se sont ouverts sur une réalité évidente. Il avait été manipulé, trompé. Oui, mec, c'est juste le nom, d'accord? Le nom de la prison, c'est tout. Alors, en novembre 2018, Salvador Rodrigues a demandé à témoigner devant le juge et a révélé le plan de Maria Jésus pour se débarrasser de son mari. Procès et verdict. Lors du procès, qui a eu lieu en 2020, il a été considéré comme prouvé que Maria Jésus Moreno Canto, la veuve noire de Patrex, a convaincu son amant Salvador Rodrigues de tuer son mari. En 2017, la défense de Magé a affirmé qu'elle était victime de mauvais traitements et qu'elle ne pouvait plus le supporter. Mais il n'y avait pas de preuves, donc le jury n'a pas été convaincu. 2 mois avant le crime, elle a échangé plusieurs messages sur Telegram avec un autre amant. Pas Salvador, d'accord? À qui Magé a déclaré vouloir tuer son mari, entre guillemets. Il a aussi été prouvé, les gars, qu'elle a échangé plusieurs messages avec un homme le même jour où elle a appris la mort de son mari et où le corps a été retrouvé. Cet homme-là a écrit ce qui suit. Et elle a répondu « eux ». Quelques jours après ça, Magé a avoué à cet homme qu'elle était mariée. Et que son mari était mort, mais qu'elle n'était même pas bouleversée parce que leur mariage allait mal et qu'ils ne couchaient même plus ensemble. Ils se parlaient à peine. C'est dingue. La veuve a même menti affirmant qu'il y avait 2 pistes d'enquête sur la mort de son mari. Antonio aurait été assassiné par un groupe djihadiste pour voler sa voiture. Antonio a été victime d'un crime. Donc ce serait le tueur qui aurait aussi supposément tué une autre personne dans la région. Et après ces explications, si on peut dire ça, le petit ami ou alors qu'importe ce que cet homme était pour elle. Il a été très surpris, mais il a fini par pardonner sa bien-aimée Magé. Alors, ils ont continué leur relation. Au procès, il a déclaré « Je l'ai toujours considérée comme très affectueuse, calme et sympathique. Je croyais qu'elle avait eu de la malchance car son mari avait été tué. Qui penserait autrement ?» Mec, c'est vraiment bizarre. Mais attends, il y a encore plus, d'accord? Quel charme a cette femme, mon Dieu! Que faisait-elle avec ces types? Surréaliste? Thomas, protagoniste d'une autre relation de Magé, qui avait commencé là avant son mariage avec Feu Antoine, a également été pertinent lors du procès.
Thomas, c'est le kinésithérapeute avec qui Magé aurait eu une relation d'1 an. Voyez ce qui a été dit sur lui au procès. Après le mariage, Magé et Thomas ont continué à se voir environ 3 fois par semaine. Parce que Magé a dit que son mari avait un cancer et qu'elle devait s'occuper de lui, qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Après tout, elle était infirmière. Cependant, sa relation avec son mari n'avait aucun sens. Elle en avait assez de lui. Elle était tellement fatiguée qu'elle voulait qu'il meure pour être libérée de ce fardeau. Et il fallait aussi savoir qu'Antonio abusait d'elle psychologiquement. Ici, les gars, juste pour résumer, elle connaissait déjà ce type-là, ce kinésithérapeute. Ils avaient déjà une petite histoire ensemble. Ils se sont mariés. Elle s'est mariée avec la victime, avec le gars qu'elle a tout planifié pour tuer. Et ensuite, elle a continué avec ce type-là. En même temps, avec les autres aussi, là-bas. Regardez un peu l'ampleur du bazar. C'est une histoire assez banale, je dirais, non? C'est carrément ridicule, cette excuse, tout ce truc comme quoi elle devait s'occuper de son mari et tout ça, non? Eh bien, après la mort d'Antonio, Magé a pris contact avec cet amant. Ensuite, Thomas, pour l'informer qu'elle était sous enquête policière et lui demander de garder le silence. À propos de cette histoire éculée que j'ai racontée sur le cancer du mari. Face à tout ce qui se passait, il est évident que ce n'était qu'un mensonge de plus de sa part. Rothil, la meilleure amie de Magé, vous vous souvenez d'elle? Eh bien, elle a aussi témoigné au procès et a dit qu'Antonio maltraitait psychologiquement sa femme et se comportait mal avec elle. Magé voulait divorcer car elle n'était pas heureuse et le couple se disputait pour l'argent. Cependant, Magé a beaucoup souffert de la mort de son mari et disait qu'elle ne surmonterait pas la perte d'Antonio. Ce fut un long chemin avant qu'elle ne se remette. Quant aux amants de Magé Maria Jésus, la fidèle amie Rothil a dit qu'elle ne connaissait pas le sujet, qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Sur Salvador, par exemple, et les amis ici, c'est ce que je pense, on ne peut pas savoir. Si c'est juste une autre personne manipulée par Magé. Pour défendre Salvador, on a entendu le témoignage de sa femme qui a clairement dit qu'il était un bon père, un bon mari. Salvador était un homme religieux qui avait une relation très spéciale avec sa fille. Cependant, ce brave homme n'a pas été capable de lever les yeux pendant cette déclaration, ni de résister au charme de sa maîtresse. C'est une affaire très complexe, très compliquée, mais à la fin j'en parlerai, en parlant de Magé. Mais cela s'applique aussi à l'amant, d'accord? Finalement, une fois les mensonges séparés des vérités. Maria Jésus a écopé de 22 ans de prison et Salvador Rodrigues de 17 ans pour avoir tué le mari de son ex-maîtresse. Depuis son incarcération, elle est restée en forme. En fait, elle a toujours été une femme avec une très grande estime d'elle-même, habituée à utiliser sa beauté physique comme monnaie d'échange chaque fois qu'elle pensait que cela en valait la peine. Ainsi, son travail d'entretien et de nettoyage à l'intérieur de la prison lui a permis d'entrer en contact avec plusieurs détenus à la prison de Picassante. Des hommes incapables de résister au pouvoir de séduction de Magé. Au début, elle était interdite d'exercer sa profession à l'intérieur de la prison. Cependant, après quelques mois, elle a été affectée à l'infirmerie. Je me moque du nom de la prison car c'est une étrange ironie. Les nouvelles sur la veuve noire sont apparues dans les médias en 2023 lorsque des informations ont été publiées selon lesquelles elle était enceinte de 3 mois et que le père de son enfant était aussi un détenu purgeant une peine pour meurtre. Ce n'est pas de la miséricorde. Les sources indiquent que les relations intimes sont autorisées dans certaines prisons mixtes en Espagne. Même si ce n'était pas le cas, le chant de cette sirène-là ferait sûrement se noyer quelques marins dans ses bras. Des lettres interceptées dans les cellules ont prouvé que Magé n'a pas perdu de temps et qu'elle était impliquée avec plusieurs hommes. On ignore si ces relations étaient successives ou simultanées. Vous imaginez, les gars? Eh bien, son transfert vers une autre prison, à Alicante, était donc déjà prévu, où il existe une structure obstétrique pour la naissance des enfants des détenus. Les enfants peuvent rester avec leur mère jusqu'à l'âge de 3 ans et reçoivent tous les soins médicaux et sociaux nécessaires, y compris des activités pédagogiques. La mère de Magé, qui a obtenu la garde de son petit-fils, a déclaré rendre visite chaque semaine à sa fille et à David. Bien qu'ils allaient bien, la femme a déclaré ce qui suit. « Je ne souhaite à personne d'avoir un enfant. » En prison, David a purgé sa peine, puis a été libéré. Magé, quant à lui, a encore une longue période à passer derrière les barreaux. Conclusion, pauvre enfant, n'est-ce pas, comme tous ceux qui naissent dans de telles circonstances. En connaissant l'histoire, j'ai réfléchi, vous voyez?
Comme dit plus tôt, cela vaut aussi pour l'amant. Mais je vais parler ici de Magé. Magé avait, autant qu'on le sache, au moins une bonne éducation, n'est-ce pas? Une famille structurée qui a pu lui donner une éducation très solide. Elle avait sa foi, tout comme sa famille. Elle a étudié, elle a obtenu son diplôme. Elle avait tout, elle était là. Dans un contexte qui normalement offre aux gens une bonne vie, n'est-ce pas? Ou du moins le permet. Ce n'est pas une règle générale, mais cela le permet. La question est, comment a-t-elle pu autant s'égarer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle adopte ce comportement, qui allait inévitablement mal finir, n'est-ce pas? Plusieurs amants alors qu'elle était mariée, non? Même avec des hommes mariés avec enfants. D'une manière ou d'une autre, ça allait mal finir. Il faut avoir beaucoup de conviction, je dirais, pour manipuler autant de gens en même temps, et encore convaincre quelqu'un d'assassiner une personne pour maintenir une relation extra-conjugale. Bien sûr, dans le but de rendre cela officiel, mais c'est une affaire complexe. Là, ça ne colle pas, n'est-ce pas? Il semble que la cohabitation avec sa famille d'origine, ainsi qu'avec la famille qu'elle a formée là-bas en tant que victime, n'est-ce pas? Rien ne lui a été enseigné. La réponse réside peut-être dans quelque chose qui ne dépend ni de la cohabitation, ni de l'éducation, ni de la spiritualité, ni de plusieurs couches, plusieurs nuances que l'on pourrait ajouter à ce raisonnement. La réponse réside peut-être dans ou plutôt dans les choix. Ceux-ci, mes chers amis, malgré tout, sont individuels. Il semble que Magé était une nymphomane mortelle, et face à tout ce que la vie lui a offert, elle a pris sa propre décision individuelle. Cela a fini par impacter la vie de beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Et cela s'applique aussi aux amants, surtout à Salvador, n'est-ce pas? Il a été convaincu de commettre une atrocité au nom d'une chose qui, je ne sais même pas ce que c'est, hein? La chimie, n'est-ce pas, les gars? C'est un sujet vraiment dense à discuter. Mais on dirait que le gars était complètement drogué par le désir sexuel qu'il avait pour elle. Une attirance, quoi que ce soit. La femme avait vraiment le chant de la sirène. Mec, je l'ai dit, non? C'est vraiment surréaliste et insolite cette histoire. J'avoue, je suis très curieux de voir où ça mène. Pour comprendre votre point de vue face à tout ça. C'est suffisant, mec, je sais pas. Je veux votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? J'adore lire vos avis et je lirai presque tous les commentaires. Merci pour ta compagnie. Pense à liker et commenter, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi à la chaîne et évalue, c'est essentiel pour qu'on puisse continuer ici, d'accord? Un bisou à Ruivo et à bientôt pour le prochain épisode.